Alors, professeur Casimir, la Belgique et ses chercheurs jouissent d'une très très belle réputation dans le monde entier, dans le domaine de l'oncologie. Pour parler du cancer et des thérapies innovantes, aujourd'hui, nous allons donc entendre et accueillir des spécialistes bien de chez nous. Je vous laisse la parole pour les introduire. Merci beaucoup. Donc, en effet, nous allons avoir, je pense, une séance absolument passionnante dans le domaine du cancer. Il ne vous a pas échappé que même si cette maladie est toujours redoutable et redoutée par chacun d'entre nous, on a fait des progrès extraordinaires et que le pronostic en a évolué d'une manière spectaculaire, y compris chez l'enfant d'ailleurs, ce qui est fort important pour les cancers pédiatriques qui sont parfois particulièrement spécifiques et difficiles à traiter. Alors nous avons aujourd'hui un panel remarquable de personnalités qui vont en fait évoquer toute une série de problèmes. Et tout d'abord, nous verrons les problèmes liés notamment à l'immunothérapie. On sait que le cancer déjoue en quelque sorte les mécanismes propres à nous faire détruire des cellules qui sont malades. Et en fait, l'immunothérapie aujourd'hui va agir à la fois sur les mécanismes de protection que le cancer installe, mais aussi renforcer d'une manière spectaculaire les possibilités du patient de lutter contre ce cancer. Ensuite, nous aurons un très beau exposé sur les problèmes des cancers digestifs et pulmonaires, avec le fait que le cancer a toujours été lié à trois grands domaines, l'oncologie thérapeutique, la chirurgie et la radiothérapie. Et nous verrons combien, là aussi, les progrès ont été extraordinaires grâce à la multidisciplinarité et à la finesse de l'approche. Et enfin, nous terminerons sur le cancer du sein, un cancer majeur qui, comme on le sait, est particulièrement prégnant chez la femme, en particulier dans notre pays d'ailleurs, et où on a évolué, notamment grâce à la génétique, vers non plus le cancer du sein, mais pratiquement un cancer spécifique à chaque femme, avec dès lors aussi la pharmacogénétique qui a été telle qu'elle a en quelque sorte déterminé un traitement pour chaque personne. Alors voilà, ça c'est un petit peu l'introduction et je vais tout d'abord introduire le professeur Awada. Le professeur Awada est chef du département d'oncologie médicale de l'Institut Bordet. Il est né au Liban, il a étudié la médecine à l'Université libre de Bruxelles. Il s'est spécialisé en médecine interne puis en oncologie médicale dès 1992 et pendant sa spécialisation, il a suivi les formations de développement clinique de nouveaux médicaments du cancer. Il a fait des séjours comme fellow en Hollande, à l'Université d'Amsterdam, aux États-Unis, à San Antonio, à l'Institute of Drug Development. Et son intérêt se focalise en particulier sur les nouveaux agents cytotoxiques et les agents de nature endocrinienne qui ciblent en quelque sorte de manière moléculaire les cancers et plus récemment les immunothérapies. Et de retour des États-Unis en 1994, il va devenir assistant à la clinique d'oncologie médicale de l'Institut Bordet, puis chef de la nouvelle unité de développement médicamenteux. Et en 2005, il devient le chef de la clinique d'oncologie médicale, puis chef de service associé. Et finalement, en 2017, le chef du département de l'oncologie médicale. Il a une importante activité clinique dans les tumeurs solides et le cancer du sein. Il a pris une part importante dans le développement de nouveaux médicaments dont certains sont aujourd'hui largement utilisés dans le monde. Il est membre de nombreuses sociétés scientifiques, cofondateur du réseau OncoDistinct Network for Oncology Research et professeur de clinique médicale et d'oncologie à l'ULB. Il est auteur ou co-auteur de 32 chapitres de livres, 322 articles dans des revues internationales avec un H-index de 56 et plus de 12 000 citations. C'est donc avec grand plaisir que nous l'accueillons. Professeur Awada, la parole est à vous. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire, chers collègues, c'est un vrai honneur pour moi d'être invité à la séance publique de l'Académie. Et en fait, pour parler d'un thème effectivement très, très important actuellement en cancérologie, et en fait, on peut parler vraiment pas d'évolution, mais d'une révolution dans le traitement du cancer. Et comme vous voyez ici, le titre de ma présentation, de la thérapie biologique ciblée à l'immunothérapie, les progrès, les limitations et les perspectives. Vous voyez ici, avant de commencer de parler du thème, j'aimerais quand même remettre le cancer dans son concept de la prévention jusqu'à la guérison.
Et effectivement, la prévention joue un rôle important, mais là, on n'a pas vraiment avancé beaucoup. Je pense au niveau du screening, grâce au progrès de la biologie moléculaire, on est en train d'évoluer de screening de masse au screening individualisé, personnalisé, et ça, c'est vraiment la tendance actuelle. Le diagnostic, l'ère moléculaire a vraiment impliqué beaucoup le diagnostic avec l'imagerie moléculaire, mais aussi la biologie moléculaire au sens large du terme. Le professeur Casimir a parlé de l'aspect multidisciplinaire, le management des effets secondaires, des comorbidités, le support psychologique et les survivorship. Et comme vous voyez, le cancer, c'est vraiment une approche multidimensionnelle. Vous voyez ici, c'est quelque chose qui est bien connu. Important de rappeler quand même que les piliers de traité de cancer, c'est la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, les traitements hormonaux. Et il y a une vingtaine d'années, c'est ajouté grâce au progrès de la technologie, de l'informatique, de la bioinformatique et par conséquence de la biologie moléculaire, ce qu'on appelle les thérapies biologiques ciblées et plus récemment l'immunothérapie que j'appelle l'immunothérapie moderne. Il est clair qu'on n'a pas progressé seulement en termes de médicaments, on a progressé au niveau de la chirurgie, entre autres avec la robotique et autres approches. La radiothérapie est de plus en plus ciblée avec la protonthérapie et autres approches. On est en train de, ce qu'on appelle en anglais, revisiter les agents de chimiothérapie, et je donnerai un exemple, les targeted therapy, thérapie moléculaire ciblée et les immunothérapies, et on est devant un tsunami au sens positif du terme, des nouveautés thérapeutiques qui ont changé complètement le pronostic et le devenir de nos malades. Simplement pour dire que la chimiothérapie reste d'actualité, mais on est actuellement devant une nouvelle type de chimiothérapie, ce que j'appelle la chimiothérapie ciblée. C'est qu'on sait qu'il y a une anomalie moléculaire au niveau du récepteur membranaire, comme le HER2, par exemple, pour donner un exemple dans le cancer du sein. On prend un anticorps monoclonal qui bloque ce HER2, on le lie au produit de chimiothérapie qui est ici un antimicrotubule, qui par lui-même est très toxique. Mais ici, par le lien chimique avec le trastuzumab va le diriger dans la cellule cancéreuse et beaucoup moins dans la cellule normale. Et c'est ce qu'on appelle les antibody drugs conjugués et qui est actuellement en train de remplacer progressivement les agents de chimiothérapie classiques qui sont assez toxiques. Et on a des très bons résultats avec ces antibody drugs conjugués et des toxicités, je ne dis pas moins de toxicité, mais des toxicités différentes, mais manageables. Maintenant, avant de parler aux thérapies moléculaires, il est très important de rappeler que la médecine de précision, l'oncologie de précision ne touche pas seulement les médicaments. La médecine de précision commence, au niveau moléculaire évidemment, commence par individualiser, basant sur le sexe, l'âge, l'environnement social. Ça, c'est des facteurs, je dirais, globaux, mais il y a des facteurs spécifiques aux patients. Le microbiome qui est en plein étude actuellement, le profil métabolique du malade, la présentation de la maladie. Donc, l'oncologie de précision avant l'ère moléculaire était basée sur plusieurs facteurs importants liés au malade, liés à la tumeur et liés au contexte psychologique et social du patient. Mais maintenant, on a l'approche moléculaire. Pourquoi? Car grâce aux biologistes, on a compris de plus en plus la cellule cancéreuse par rapport à la cellule normale. On a trouvé des cibles importantes dans la carcinogénèse de la cellule cancéreuse grâce au séquençage tumoral, grâce au progrès de la biologie moléculaire, grâce aux chimistes, et qu'on les oublie souvent, on a développé des médicaments très sélectifs, très efficaces, et évidemment grâce aux chercheurs et cliniciens des études cliniques dans le cadre de networks, de réseaux de recherche et de collaboration nationale et internationale. Et vous voyez ici, ça c'est, je ne veux pas aller dans les détails, ça c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le hallmark of cancer, ça veut dire ce qui est à la base de la carcinogénèse et de la transformation maligne d'une cellule normale en cellule cancéreuse. Et à chaque hallmark, il y a des cibles spécifiques avec des médicaments spécifiques qui ont été développés. Et il est clair que je ne veux pas passer
tous les médicaments qui ont été développés. Je vais passer rapidement 3 diapositives et vous voyez sur chacun de ces diapositives de gauche à droite la cible, la tumeur, le médicament ou les médicaments développés, les facteurs prédictifs de sensibilité et de résistance et la situation dans laquelle les médicaments ont été étudiés, à savoir métastatique versus adjuvante, ça veut dire à visée curative. Et comme vous voyez sur ces 3 diapositives qui vont passer, il y a énormément de cibles, énormément de tumeurs qui sont impliquées dans ce développement extraordinaire au niveau des molécules. Vous voyez un nombre impressionnant de générations de médicaments de première génération, deuxième génération, troisième génération. Les facteurs prédictifs de sensibilité et de résistance restent un petit peu notre point faible et on a avancé beaucoup dans les soins, dans le devenir des malades en situation métastatique et en situation adjuvante. Donc, et je peux vous dire, à chaque meeting, on ajoute à ces tableaux 3-4 tumeurs, 3-4 médicaments de différentes générations. C'est un progrès continu et il n'y a aucune raison qu'on retourne en arrière. Et tout ça dans l'intérêt du malade. Donc, si je veux résumer les thérapies biologiques ciblées, maintenant, on sait qu'il faut faire des études dans des populations sélectionnées. On sait qu'il faut trouver qu'est-ce qui est important dans une cellule cancéreuse chez un patient et lui donner le médicament sélectif. On sait que la résistance reste un problème. C'est la raison pour laquelle on donne des combinaisons de traitements et on trouve des nouveaux traitements. On sait que les facteurs prédictifs de résistance et de sensibilité, c'est hyper important pour individualiser l'approche thérapeutique. On sait que la chimiothérapie reste vivante par les thérapies, les antibiotiques reconjugués, et il faut évidemment, malgré tout, il y a quand même des effets secondaires qu'il faut manager dans la multidisciplinarité avec d'autres disciplines en médecine. Et puis est venue l'immunothérapie. L'immunothérapie, ce n'est pas un concept nouveau, mais qu'est-ce qui est nouveau? Tout simplement, en une seule phrase, on a compris comment la cellule tumorale met la cellule immunologique au repos à travers des récepteurs qu'il est en train de les bloquer. Et le fait de développer des anticorps monoclonaux qui bloquent ces récepteurs, qui a libéré la cellule immunologique, qui a attaqué la cellule cancéreuse, et on a obtenu des résultats incroyables. Néanmoins, il faut savoir que ces anticorps monoclonaux qui diminuent la tolérance immunologique de la tumeur n'est pas les seules approches développées récemment. On a ce qu'on appelle les CAR-T, ça veut dire les cellules immunologiques manipulées de façon à attaquer spécifiquement la cellule cancéreuse. Il y a les virus oncolytiques et il y a les anticorps bispécifiques qui, d'un côté, fixent la cellule tumorale et la bloquent, mais stimulent en même temps la cellule immunologique. Et je pense qu'on va avoir des percées thérapeutiques en termes de vaccins antitumoral qui est resté longtemps, je dirais, un but, mais malheureusement sans grand succès. Mais je pense qu'on va avoir des percées aussi à ce niveau. Rapidement, pour l'immunothérapie, et en particulier les inhibiteurs de point de contrôle, ont montré, comme vous voyez ici à gauche, l'efficacité dans plusieurs tumeurs métastatiques. Et notre question aujourd'hui de recherche, comment guérir plus de malades métastatiques, mais surtout au début, au moment du diagnostic de la tumeur primitive. Mais il y a aussi des tumeurs, il faut qu'on reste modeste, qui répondent partiellement, je dirais, à ces anticorps monoclonaux qui stimulent l'immunité. Et notre question importante de recherche aujourd'hui, comment améliorer l'activité de ces anticorps. Et puis, il y a un troisième groupe, malheureusement, on n'a pas progressé du tout en termes d'immunothérapie. Et la question de recherche est comment transformer ces tumeurs qui sont considérées, entre guillemets, froides en termes immunologiques, en des tumeurs, je dirais, qui répondent à ces manipulations immunologiques. Et ça, je peux vous dire, c'est un très, très beau champ de recherche actuellement, avec des progrès constants, et je pense qu'on va avancer encore plus de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Simplement pour vous donner un exemple des CAR-T. Les CAR-T, ce sont les cellules immunologiques manipulées pour reconnaître les cellules tumorales. Ça a donné leurs preuves tangibles, sans aucune, je dirais, avec certitude, dans des cancers hématologiques avec les CAR-T qui bloquent le CD19.
mais dans les tumeurs solides, il y a beaucoup de protocoles à l'Institut Bordet, à l'UCL et en Belgique et à l'étranger pour, je dirais, attaquer les tumeurs solides par ces manipulations immunologiques, des cellules immunologiques pour attaquer la cellule tumorale. Et ça, c'est un exemple d'une tumeur cérébrale où on a injecté dans la site tumoral des cellules immunologiques et ce patient a bénéficié beaucoup de cette approche et on commence à voir apparaître dans la littérature des résultats probants. Les virus oncolytiques, c'est une troisième approche d'immunothérapie après les checkpoint inhibitors, après les CAR-T. C'est un modèle très intéressant, c'est qu'on prend des virus, on les manipule de façon à être injectés localement dans la tumeur, il infiltre les cellules tumorales, il stimule le système immunologique local, puis ces cellules tumorales sont détruites, il libère des virus qui infectent d'autres cellules tumorales à côté, un effet bystander, et puis un effet immunologique local et à distance. Est-ce qu'il y a une traduction clinique aujourd'hui de cette approche de virus oncolytique? Oui. Il y a ce qu'on appelle les TVEC dans le mélanome qui est approuvé aux États-Unis, pas encore en Europe. Voilà, donc les thérapies biologiques ciblées, j'ai parlé de l'immunothérapie. Vous devrez savoir aussi qu'en cancérologie, on essaye d'améliorer le devenir des malades, pas seulement par développer des médicaments et des anticorps et des antibodies conjugués, mais aussi en développant des concepts stratégiques pour améliorer le devenir des malades. Pour les malades, ce qu'on appelle escalade-déescalade, escalader les traitements pour les malades qui ont besoin d'être escaladés, déescalader le traitement pour les patients qui ne nécessitent pas qu'on soit trop toxique et qu'on donne ce qui est vraiment nécessaire. D'où l'importance des facteurs prédictifs et de pronostic. Et l'exemple type de cet esprit de escalade-déescalade se trouve actuellement dans le cancer du sein. Un autre concept important qui émerge dans le cancer métastatique en général, vous savez, il y a des cancers métastatiques, ce qu'on appelle les oligométastases, des petites métastases, un petit nombre de métastases versus la maladie massive. Et la question principale aujourd'hui, c'est un concept, c'est une stratégie qu'on travaille tout le monde au-dessus, comment tuer ces oligométastases et guérir des malades même s'ils sont métastatiques. Et en fait, c'est grâce à une excellente collaboration des nouveaux médicaments, de la radiothérapie ciblée, de la chirurgie et évidemment d'autres approches radiologiques ciblées. Puis, il y a le progrès, comme je viens de dire, qui est à la base de la biologie moléculaire. On commence à segmenter de plus en plus des tumeurs fréquentes, côlon, sein, en des petites tumeurs avec ce qu'on appelle des entités moléculaires. Et puis, dernier concept, ce qu'on appelle organe agnostic thérapie. Et je veux développer les deux derniers uniquement par manque de temps. Voilà, par exemple, aujourd'hui, le cancer du sein, le cancer du poumon, le cancer de la sphère ORL, et j'ai introduit mes collègues et les présentations de Dr Makils et de Dr Jérusalem. Vous voyez le cancer du sein maintenant, avant on mettait tout le monde dans le même panier, si vous permettez l'expression. Maintenant, ils sont divisés en entités moléculaires et chaque entité moléculaire a sa valeur thérapeutique et des médicaments spécifiques. Ce séquençage tumoral a permis aussi de découvrir plus de syndromes héréditaires. Avant, on considérait 2 à 3% les cancers héréditaires où il y a une anomalie germinale, génétique. Grâce à ce séquençage tumoral, on trouve de plus en plus maintenant des cancers héréditaires qui posent énormément de questions éthiques, pratiques, cliniques et médicales qu'on doit faire face. Et puis, j'arrive à un concept hyper intéressant, c'est ce qu'on appelle agnostic therapy approach, ça veut dire on ne tient pas compte de l'origine de la tumeur, on tient compte uniquement de l'anomalie moléculaire qui peut se trouver dans différentes tumeurs en même temps. Et exemple de cette anomalie moléculaire qui peut se trouver dans différentes tumeurs, ce qu'on appelle un gène de fusion qui s'appelle le TRK. Et ce gène de fusion TRK peut se trouver dans toutes les tumeurs, adultes comme enfants, mais évidemment avec des pourcentages de prévalence variables qui peut aller de 1% à 90%. Et en fait, ici, quelle que soit l'origine de la tumeur, on veut viser l'anomalie responsable de la carcinogénèse, l'anomalie moléculaire responsable de la carcinogénèse. Et là, il y a eu un médicament, entre autres, s'appelle l'arotrectinib, qui bloque ce gène de fusion, le TRK, dans toutes ces tumeurs
qui a cette anomalie, qui a le gène de fusion. Et comme vous voyez ici, ce médicament donne un taux de réponse objectif en cas de métastase de 80%. Et ça, c'est vraiment un nouvel concept en oncologie. On ne tient pas compte de l'origine de la tumeur, on tient compte de l'anomalie moléculaire qui peut être présente dans plusieurs tumeurs, et trouver un médicament qui vise cette anomalie moléculaire, quelle que soit la tumeur de base, on a un résultat spectaculaire. Et ça, c'est une nouvelle ère thérapeutique, en plus de ce que je dis au départ, les thérapies biologiques ciblées, l'immunothérapie, c'est ce qu'on appelle, nous, agnostic treatment approach. Voilà, je vous ai été très optimiste en termes de thérapie moléculaire ciblée, immunothérapie, nouveaux concepts et stratégies d'approche du cancer, mais on devrait reconnaître qu'on a encore plein de challenges. On a le problème de l'hétérogénéité tumorale, qui reste un problème à la base d'une résistance à des médicaments, d'où la nécessité de trouver de nouvelles générations de médicaments qui bloquent une anomalie moléculaire X, mais aussi de combiner, la combinaison des traitements reste la base pour vaincre au moins en partie la résistance au traitement. Manager les effets secondaires, et on voit de plus en plus aussi un autre challenge, maintenant qu'on est très efficace au niveau systémique, poumon, foie, os, digestif, on voit de plus en plus apparaître des métastases cérébrales. Vous savez, on dit que c'est un sanctuaire, il y a une barrière hématoméningique qui protège le cerveau de tout ce qui est, entre guillemets, produits toxiques, y compris nos traitements, et on voit apparaître pour les malades qui survivent longtemps des métastases cérébrales, d'où la nécessité, et on était à la base de créer le projet Brainstorm, c'est une plateforme multidimensionnelle, vraiment qui vise à comprendre l'épidémiologie du problème et essayer de prévenir, savoir qui développe des métastases cérébrales, traiter optimalement et éviter d'autres événements métastatiques cérébrale. Je termine par, je dirais rapidement, par la conséquence de tout ce progrès majeur thérapeutique au niveau du système de santé et au niveau du système organisationnel médical. Et on était le premier en 2006, ça veut dire 15 ans auparavant, on était le premier dans un journal bien connu en oncologie, prévenir les autorités nationaux et européens de la nécessité de se préparer à ce large tsunami, une fois de plus au sens positif du terme, de l'arrivée de tous ces médicaments biologiques qui, d'un côté, très efficaces, mais aussi très coûteux. Et ce progrès se trouve en cancérologie, mais aussi à des degrés variables dans d'autres pathologies. On était les premiers à leur dire, attention, les stratégies de court terme, maintenant, c'est fini, il faut une stratégie de long terme, il faut que nos malades ont accès à ça malgré que ces médicaments sont très chers. Il faut sûrement faire des analyses pharmacoéconomiques et une analyse coût-efficacité, le but étant d'augmenter l'efficience et les nombres de patients qui peuvent bénéficier. Et je pense que l'Académie peut jouer aussi un rôle important pour soutenir cet aspect. Et il y a aussi une conséquence, je dirais, au niveau des institutions, de nos services d'oncologie. Heureusement, beaucoup plus de malades vivent longtemps maintenant, même avec des cancers métastatiques. C'est pas rare d'avoir des patients métastatiques qui vivent 10 ans, 15 ans. Et on sait que ces malades doivent être vus avec toutes ces thérapies qui donnent de très, très bons résultats, plus fréquemment dans nos hôpitaux. Ils ont besoin des soins et il est clair que ça oblige à réorganiser de façon constante nos approches dans nos institutions, qu'ils soient à l'hôpital de jour, qu'ils soient à l'hospitalisation. Et c'est quelque chose de positif, mais quand même, c'est une conséquence réelle, organisationnelle de ces avancées, de ces percées thérapeutiques extraordinaires. Conclusion, j'ai dit, je vais le faire avec une vision pour le futur, mais le futur pas lointain, le futur tout proche, je dirais. Il est clair que les innovations en sciences et en technologie vont être la base de tous nos progrès, comme il était le cas jusqu'à maintenant. Il est clair que le big data va aider, l'intelligence artificielle va aider comme moyen aussi d'améliorer le diagnostic, mais aussi l'approche thérapeutique de nos malades. Comprendre une tumeur veut dire que, vous savez, une tumeur n'est pas quelque chose de statique, elle est dynamique. Elle évolue, elle progresse, il y a des nouvelles anomalies moléculaires grâce au traitement ou naturellement.
Et on ne peut pas biopsier le malade à l'infini. Et je pense sincèrement les biopsies liquides, c'est-à-dire aller chercher l'ADN tumoral dans le sang et les cellules circulantes tumorales dans le sang, peuvent être très utiles, pas seulement au niveau thérapeutique, mais au niveau de détection du cancer, du diagnostic du cancer, diagnostiquer tôt la récidive d'un cancer, suivre la réponse sous traitement. Je pense que la biopsie liquide, ça va être quelque chose d'extrêmement important. Comme je l'ai dit, on va être face à des cancers de plus en plus considérés héréditaires, 10 à 15% peut-être dans l'avenir, ce qui est un pourcentage énorme. Et vous imaginez les conséquences sociétales, familiales, éthiques de ce sujet. On doit être préparé pour ça. Et il ne faut pas oublier comment manager la vie après un cancer, ce qu'on appelle le survivorship. Et c'est un domaine hyper important. Et là, mon approche devrait être individualisée. Je pense que les patients qui survivent un cancer entre 25 et 35 ans, c'est pas la même chose entre 35 et 55, c'est pas la même chose jusqu'à 65 ans pour différentes raisons évidentes. Et il faut, si on veut améliorer la qualité de vie de nos malades après un cancer, il faut qu'on individualise l'approche. Il est clair donc qu'il faut avoir ces médicaments pour nos malades. À ce moment, on peut parler d'innovation, car si on n'a pas ces approches pour nos malades, il reste, comme vous le savez, des inventions. Et avec tout ce que j'ai dit, mais ce n'est pas seulement les thérapies nouvelles, mais aussi le progrès en radiothérapie, les progrès en chirurgie, l'approche multidisciplinaire, l'attention sur la qualité de vie. Avec tout ça, quand même, on voit bien, au moins jusqu'à 2015, et je peux dire en 2021, ces courbes continuent à chuter. Donc, la mortalité par cancer diminue chez les adultes, diminue chez les enfants, malgré que l'incidence dans la majorité des tumeurs est en augmentation. Et ça, quand même, quelque chose de très, très, très positif, je dirais, évidemment, qui encourage à continuer sur le même chemin de développement. Et avec ça, j'aimerais vous remercier pour votre attention et prêt à répondre aux questions. Merci, professeur Awada. C'était extrêmement intéressant. Je pense qu'on va demander aux gens de se signaler s'ils ont des questions. En tout cas, il y en a déjà une. Et c'est le professeur Casimir qui va la poser. Et merci beaucoup, Ahmad, pour cette très belle présentation, cette overview, comme on dit. Moi, je voulais revenir sur une des dias qui est celle du coût des traitements cancérologiques. On est en fait, tu l'as très bien montré, dans un problème de niche. De plus en plus souvent, on a des cancers qui, en fait, sont un nombre relativement restreint de cas avec des molécules qui ont demandé énormément d'énergie dans l'industrie pharmaceutique. Et on voit ça aussi pour les maladies rares, par exemple, et ce sont des problèmes vraiment majeurs auxquels s'est attaqué d'ailleurs récemment Michel Goldman, Alain Fischer et Mathias de Watripon dans plusieurs articles qui soulignaient qu'il fallait trouver des solutions. Alors, je voulais poser une question qui était de savoir, dans notre pays, par exemple, s'il y avait pas mal de patients qui ne pouvaient pas accéder à certains médicaments qui existaient et qui étaient déjà utilisés dans d'autres pays. Quelles étaient, à ton sens, les possibilités pour remédier dans le futur, question très, très lourde et très large, à ce problème en cancérologie? Et enfin, un dernier point qui est que le développement de marqueurs me semble justement permettre peut-être une désescalade dans certains cas et qu'en cancérologie, le développement de nouveaux marqueurs devrait peut-être permettre de réduire les traitements parfois très coûteux pour certains patients, tout simplement parce que génétiquement, ils peuvent en fait être traités plus simplement. Voilà, donc une question assez large, mais qui est évidemment d'une importance capitale pour l'avenir. Merci, Georges, pour ces questions. Je vais rapidement répondre à la première question. Nos malades, raisonnablement par rapport à d'autres pays, accèdent à ces médicaments, parfois avec un retard, mais accèdent. Et je pense pour l'immunothérapie, on ne peut pas se plaindre. On était les premiers, je pense, en Europe pour des discussions entre autorités et pharma. Nos malades, ils ont pu bénéficier de ces immunothérapies. Ça, c'est pour la réponse à la première question. Il y a de retard, sûrement, mais je dirais, à la fin, ils ont accès. La deuxième chose, je suis tout à fait d'accord, et c'est une question pertinente, Georges. Concernant ces niches, en fait, cette segmentation des tumeurs communes en petites tumeurs, et ça pose énormément de questions en termes de recherche clinique. Et il est clair que le modèle actuel n'est pas vivant. On ne peut pas continuer à utiliser le même projet de recherche. D'où, je n'ai pas voulu, car vraiment 20 minutes, on ne peut pas couvrir tout,
dans le réseau que je préside, qui s'appelle Oncodistrict, on est en train de lancer un projet pilote et j'espère avoir le soutien des autorités du pays et des autorités européennes. Et je vais résumer en quelques mots. Aujourd'hui, si on veut, on ne peut pas ouvrir plein d'études cliniques pour screener des centaines de malades, pour traiter peu de malades, qui coûtent horriblement cher. C'est fini. On ne peut pas faire ça, ni dans une institution et même dans un pays. Donc, mon idée est très simple et la suivante. Quand quelqu'un a besoin d'une greffe cardiaque ou d'une greffe rénale, le rein se trouve en Italie et le patient en Belgique, le patient ne va pas en Italie recevoir sa greffe. C'est la greffe qui vient chez le malade. Et l'étude pilote qu'on veut lancer et on espère réussir, c'est qu'on ne va pas ouvrir des études dans tous les centres, on peut ouvrir dans 1, 2 centres dans un pays. Et si un malade, par exemple au Portugal, on trouve une anomalie moléculaire dont l'étude se trouve en Belgique, avec le médicament à l'étude, qu'on peut ouvrir rapidement, je dirais, cette étude en 3 semaines de temps, en 6 semaines de temps, en 5 semaines de temps, pour pouvoir traiter dans cette étude clinique et bénéficier de médicaments. Donc, il y a cette idée-là qui pose énormément de questions légales et au niveau autorité, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre choix. Il faut aller dans cette direction. Maintenant, pour la troisième question, la question des biomarqueurs, c'est notre point fort et notre point faible. Vous savez, on travaille beaucoup des biomarqueurs. Effectivement, escalade et escalade veut dire biomarqueur qui donne une idée claire de pronostic, mais qui donne aussi une idée de prédictif. Dans le sein, avec ce qu'on appelle le gene profiling, on a pu quand même, pour les cancers du sein, récepteurs hormones positifs, éliminer la chimiothérapie chez 50% des malades grâce à ça. Mais ce n'est qu'un exemple. Dans le côlon, il y a aussi un exemple semblable. Mais cette histoire des biomarqueurs est complexe, pas car il n'y a pas de recherche, mais tout simplement cette hétérogénéité tumorale est très problématique, qui nous bloque, mais il faut continuer quand même dans ce chemin. Une fois de plus, il n'y a pas d'autre choix. Merci beaucoup. Professeur Awada, il y a une autre question et elle vous vient de quelqu'un que vous connaissez bien puisque vous travaillez ensemble. En tout cas, vous l'avez fait très longtemps. Dominique Bron, bonjour. Bonjour Ahmad. Bonjour Dominique, bonjour. Tu m'entends, oui. D'abord, je voulais te remercier. C'était très, très belle overview optimiste. Et je voulais profiter que j'ai la parole pour concernant ce que tu viens de dire sur le manque d'harmonisation qu'il y a entre l'accès aux médicaments. On a parlé de l'inégalité dans l'enseignement, mais avec Stéphane Constantinescu, c'est une des priorités de la FEAM et donc je pense que tu peux, il pourra témoigner aussi, mais je pense que tu peux le contacter parce que ça fait partie des objectifs, c'est de lutter contre les inégalités d'accès aux médicaments, notamment les médicaments chers cancéreux en Europe et d'harmoniser les attitudes. Ça, c'est pour introduire. Et alors, j'ai une petite question. Tu sais que je m'intéresse beaucoup donc au vieillissement et l'approche des patients cancéreux âgés et on est très vite bloqué avec des chimiothérapies à haute dose. Est-ce qu'avec les immunothérapies de type anti-PD-1 et PD-L1, où on a décrit d'autres toxicités comme des maladies auto-immunes qui se développent. Est-ce que tu vois ça plus souvent chez les patients de plus de 70 ans qui sont déjà plus sujets aux maladies auto-immunes? Je pense de façon globale, Dominique, je peux dire, si je peux résumer globalement le rôle des immunothérapies chez les patients âgés, je parle des inhibiteurs de point de contrôle, que l'efficacité n'est pas différente de chez les patients jeunes, quand même c'est quelque chose de très positif. Ça veut dire quand même, on dit avec le vieillissement, le système immunologique s'affaiblit. Au moins pour les inhibiteurs de checkpoint, l'efficacité n'est pas différente. Ça, c'est un point positif. On a un tout petit peu plus de toxicité. Au moins, par exemple, dans le cancer du poumon et les immunothérapies dans le cancer du poumon, on a vu quand même un peu plus de toxicité. Est-ce que cette toxicité est tellement importante qui limite, entre guillemets, qu'on donne à nos malades ces traitements? Non. Donc, je dirais, globalement, au moins pour les inhibiteurs de checkpoint inhibiteurs, un patient âgé, je dirais, si on a le choix entre immunothérapie et chimiothérapie, sûrement j'irai à l'immunothérapie. Pour répondre de façon... Oui. Merci. Merci à tous les deux. La question suivante nous sera posée par le professeur Adelin Albert. Professeur Albert. Merci Madame Dr Awada, félicitations pour ce magnifique exposé. Au début de votre exposé, vous avez parlé du dépistage de masse des cancers. D'ailleurs, le docteur Constantinescu en a parlé également, puisque dès 2022,
l'Union européenne, la Commission européenne souhaite, je dirais, élargir l'éventail des dépistages. Vous avez dit que on évolue progressivement d'un dépistage de masse vers un dépistage individualisé. Qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que vous voulez dire qu'un dépistage de masse, par exemple, pourrait être davantage ciblé sur des populations plus à risque, ou alors le dépistage deviendrait-il, je dirais, une des missions du curatif, finalement, de l'hôpital, et non pas de la santé publique en général? Merci pour la question. Non, je pense effectivement c'est plutôt pour la pays, société. Je pense que, vous savez, on doit tirer à un moment des conclusions. Je dirais, au niveau je ne suis pas le spécialiste de dépistage, mais ce que j'ai dit, je vois cette évolution avec l'évolution de l'ère moléculaire. Par exemple, dans le cancer du sein, quand même, les études, il y a eu plusieurs études qui vont un peu dans tous les sens quelque part. Et c'est vrai, au moins, je suis au courant de 2 études qui sont en cours actuellement où ils ont décidé de ne pas aller à un dépistage de masse comme on fait toujours, et pour le moment, on le fait en Belgique. C'est que, basant sur des facteurs liés à la personne, mais aussi liés aux antécédents familiaux du patient, donc ça veut dire on rétrécit le scope, et mettre l'effort sur ces familles, sur ces personnes-là, car là, je pense, on a plus de chances, je dirais, de diagnostiquer à temps et surtout améliorer, c'est ce qu'on espère toujours, la survie, qui est quand même un but lointain, difficile à atteindre. Donc voilà, c'est ça, je dirais, l'évolution vers l'ère moléculaire. Oui. Un petit peu d'eau, ça vous fera du bien. Merci beaucoup. On vous fait parler beaucoup. Il y a beaucoup de demandes pour vous. Merci beaucoup. Mais ça reste un champ d'investigation, mais je pense qu'il pourrait être pour quelques tumeurs importants. Est-ce que ça va, professeur Awada? Est-ce que je peux encore demander à votre concours pour juste une question? Parce que là, je pense que vous avez un succès assez important. On va peut-être s'arrêter après celle-ci. Professeur Fouadar, vous avez une question sur les biopsies liquides. Vraiment intéressant. Merci beaucoup, monsieur Awada. Nous avons eu le privilège d'avoir également les conférences du professeur Hoffman, qui est un anatomopathologiste français de Nice, qui est un spécialiste des biopsies liquides, non pas dans le pilotage diagnostique ou thérapeutique, mais dans le screening de masse. Et il va rapporter les excès et les challenges associés à ces biopsies liquides, en finalement donnant une conclusion relativement prudente et pessimiste sur leur intérêt en termes de screening, parce que il y a beaucoup de discordances parmi les études. Je ne dis pas pour le pilotage diagnostique ou thérapeutique, mais pour le screening de masse. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je pense ce qu'il a dit, donc je ne vais pas assister, mais ce qu'il a dit est tout à fait correct. Le dépistage basant sur la biopsie liquide pose déjà beaucoup de questions. Mais vous savez, M. Fouadar, comme toute progression, toute percée, je dirais, quel que soit le percée, il y a des avantages, il y a des bénéfices, mais il y a des limitations et des difficultés. Et je pense à nous, scientifiques, de trouver des solutions. Il est clair que on peut trouver de l'ADN tumoral qui circule. C'est vrai. On ne sait pas si cet ADN tumoral qui vient d'une cellule tumorale va se développer. C'est vrai. Il est possible que le système immunologique va l'écarter, l'éliminer. Et on ne sait pas effectivement aujourd'hui comment, pour ces malades qui n'ont pas de cancer, mais seulement quelque chose qui circule, comment on doit les suivre, ces malades et tout ça. Mais ça, c'est à la base, je dirais, de faire des études pilotes ou plus pivotales pour essayer de répondre à ces questions. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on soit pessimiste, car quand même, je pense l'approche de masse a montré ses limites. Maintenant, on est dans une approche moléculaire. C'est bien de définir les problèmes et essayons de travailler comment on peut gérer ces problèmes. Mais maintenant, de plus en plus quand même, quand on a ces cellules tumorales, quand on a un patient qu'on sait qu'il a eu un cancer, qui a été traité par un cancer, et qu'on suit ce malade par la biopsie liquide, et on trouve de l'ADN tumoral ou des cellules tumorales,
l'extrême majorité de ces malades, ça on sait aujourd'hui, ils récidivent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand même, c'est quelque chose utile à utiliser. Merci beaucoup, professeur Awada. Merci à tous pour vos questions. On va vous laisser reposer votre voix, professeur.